Imagine, t'écris une fin tellement décevante que les fans font cracher Netflix en actualisant la page parce qu'ils espèrent un meilleur épisode final secret. Ce serait fou! Mais imagine. Bon, Stranger Things est terminé, ça y est, et oui, l'épisode 8 est la conclusion, malgré les théories très inventives des fans. Et oui, c'est clairement pas la fin du siècle, on est clairement à l'école, on savait pas comment finir, alors on a mis un combat contre une araignée géante de scénaristes. Il y a beaucoup de problèmes avec la conclusion de cette série qui a quand même été un phénomène culturel majeur des 10 dernières années, et on commence à avoir l'habitude, honnêtement, elle n'allait jamais pouvoir être à la hauteur des attentes des fans. Et c'est vrai que dans les jours qui ont suivi la diffusion du dernier épisode, les fans ont été très actifs dans leur déni. Ils ont imaginé une théorie quasiment complotiste, le Conformity Gate, qui suppose que dans un 9e épisode de la saison 5, on découvre que tout ce qui ne colle pas dans cette conclusion était en réalité une preuve que Vecna manipulait les événements et les personnages, expliquant à la fois la fin décevante de l'épisode 8, mais également toutes les incohérences du scénario. Parce que sinon, ça voudrait dire que la série a été mal écrite, qu'elle n'a pas été planifiée depuis le début par des maîtres scénaristes jouant d'illusions et de stratagèmes, cachant la réalité à tous, sauf aux spectateurs les plus investis. Et puis quoi encore, vous allez me dire que la série était censée être une anthologie et que la saison 1 n'a pas été construite dans l'idée d'avoir une suite? Vous voulez me faire croire que les détails qui ont été réutilisés au fil de la série n'ont pas été planifiés minutieusement, mais que les scénaristes ont juste pioché dans ce qui a déjà été écrit pour donner l'illusion d'un récit bien ficelé? Vous n'irez tout de même pas jusqu'à sous-entendre que la compagne d'un des frères Duffer aidait à l'écriture et que la chute de qualité coïncide précisément avec leur séparation. Non, c'est impossible. J'aime cette série, donc elle est bien, donc il y a forcément un épisode secret qui va sortir un jour. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. J'attendrai. Ok, j'ai attendu une semaine, c'était super long, maintenant il y en a marre. Alors on va se pencher un peu sur ce qui ne va pas dans cette conclusion et la raison qui fait qu'elle peut être si décevante ou tout du moins étrange par rapport au reste de la série. Commençons donc par une petite autopsie de cette saison 5. La saison 5 tourne autour d'un enjeu principal, le plan de Henry ou Vecna et le besoin de l'arrêter. Au fil de la saison, Henry va kidnapper la petite sœur de Will et Nancy, Holly, qui... Oui bon, premier point casting, c'est censé être une enfant de 10 ans, mais elle est jouée par une actrice qui a 14 ans et à qui on a fait des couettes et mis une salopette. Et autant en apparence elle fait plus jeune que son âge, autant la voix fait vraiment ado. Ce qui est d'autant plus étrange que cette actrice n'est pas la Holly des saisons précédentes, mais un nouveau casting. Surtout venant de la série qui a tiré une grande partie de sa popularité de son cast d'enfants, du même âge que leur personnage. Mais passons. Henry kidnappe Holly et nos héros vont tout faire pour la retrouver. Le problème, c'est que suite aux événements de la saison précédente, la ville d'Hawkins est passée sous le contrôle de l'armée qui a établi un périmètre de zone interdite et un camp très lourdement gardé autour du portail vers l'Upside Down. De plus, les militaires traquent Eleven, ce qui la pousse à vivre cachée avec Hopper qui est encore officiellement décédé. Eleven ? Ok, on va faire une parenthèse parce que si j'en parle pas, ça va être la fiesta dans les commentaires. Oui, Millie Bobby Brown a fait des injections avant le tournage et ça se voit clairement sur certaines scènes. Alors premièrement, c'est pas cool de se moquer du physique des gens, j'espère que vos parents vous ont appris ça quand même. D'autant plus quand on sait la pression qui est mise sur les femmes, surtout à Hollywood, pour rentrer parfaitement dans les standards de beauté. Faire de la chirurgie esthétique à 21 ans, c'est pas anodin. Et c'est probablement lié à des complexes profonds, nés de pression sociale forte, qui ne sont vraiment pas aidés par le fait d'avoir une image publique depuis l'enfance, associée à une bonne dose de harcèlement. On n'oublie pas les décomptes de 18e anniversaire. Toutefois, c'est mon point de vue de comédien, le visage d'un acteur ou d'une actrice, c'est son outil de travail principal. C'est par là que s'expriment majoritairement les émotions, et exprimer des émotions, c'est le cœur du métier. Choisir de faire des injections avant un tournage en sachant que ça causera une paralysie faciale partielle, et donc que ça limitera la capacité à transmettre des émotions, je trouve que c'est une faute professionnelle. Faute professionnelle d'autant plus grave que l'on estime le salaire de Millie Bobby Brown pour cette saison entre 7 et 10 millions de dollars. Combien ? On peut tout à fait remettre en question des salaires si élevés de base. Mais en plus, toucher une somme si indécente en ayant consciemment choisi de se rendre moins apte à travailler, je trouve que c'est un choix au moins critiquable si ce n'est un manque de conscience professionnelle. Donc pour être clair, on ne doit pas se moquer de Millie Bobby Brown pour son apparence,
Évidemment, c'est important de comprendre qu'il y a des enjeux psychologiques et sociaux derrière ces injections, mais je pense qu'il est important aussi de critiquer ses choix quand ils représentent une nuisance à son travail et aux œuvres dans lesquelles elle joue. Et surtout de critiquer l'industrie et les comportements qui l'ont poussée à ce choix. Et aussi le fait qu'elle participe, malgré elle, à renforcer les pressions qu'elle a subies. Et tant qu'on est dans cette parenthèse, ces acteurs et ces actrices sont beaucoup trop bien payés pour leurs capacités. Alors ils sont pas aidés par les dialogues qui sont très mal écrits cette saison, mais sans déconner, ça joue mal. Finn Wolfhard a une palette de 2 émotions et absolument plus aucune alchimie avec Millie, c'est douloureux de les voir interagir alors qu'ils jouaient si bien ensemble il y a 10 ans. Noah Schnapp a bloqué le potard à fond et joue ce que j'appelle pour la bande démo. Ses émotions sont toujours au taquet et il y a aucune nuance dans son jeu. Caleb McLaughlin n'a pas grand chose à faire, mais ce qu'il a à faire, il le fait plutôt moyennement. David Harbour est en pilote automatique, il joue ce qu'il sait jouer sans prise de risque et il en a clairement ras le cul d'être ici. Par contre, il y en a qui travaillent à la hauteur de leur salaire, soyons honnêtes. Gaëtan Matarazzo donne tout ce qu'il a et est une justesse rare. Joe Keery est une petite pépite, que ce soit dans la comédie ou dans les moments sérieux. Jamie Campbell Bower est un acteur accompli dont la présence s'impose à chaque apparition. Quant à Sadie Sink, c'est sans doute la membre du cast la plus talentueuse et j'espère qu'elle aura la carrière qu'elle mérite. Bref, fin de la parenthèse. Eleven donc veut arrêter Henry à tout prix, y compris au prix de sa propre vie, ayant bien appris le sens du sacrifice auprès de Hopper. Donc quand Holly est kidnappée, nos héros se rendent dans le monde à l'envers où ils découvrent que les militaires ont établi un centre de recherche sous le commandement du Dr Kay, interprété par Linda Hamilton. Mais impossible de trouver la trace de Holly qui est dans l'esprit de Henry où elle rencontre Max. Dont la conscience est toujours piégée, bloquant son corps dans une transe. Pendant ce temps, Will découvre qu'il est toujours connecté à Henry via l'esprit de Rush et se sert de cet avantage pour découvrir son plan. Il veut kidnapper d'autres enfants, à commencer par Derek. Il va donc falloir mettre au point un autre plan pour l'en empêcher. Et oui, Stranger Things a toujours utilisé des analogies pour expliquer ses plans et s'assurer que même le spectateur le plus stupide puisse comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai que dans cette saison, il y a de l'abus. Ça en devient presque de l'autoparodie. C'est lié à un truc dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne avec Netflix, les séries sont pensées pour que les gens puissent les suivre même s'ils regardent leur téléphone en même temps. Donc les personnages doivent tout expliquer, répéter, expliciter. Et quand on regarde attentivement la série, donc pas comme elle a été pensée, c'est assez agaçant. Il y a aussi ce délire que les internautes ont remarqué dans la réalisation où des scènes sont clairement pensées pour être partagées sur les réseaux et donc l'image est cadrée avec en tête un découpage vertical, ce qui crée ces plans très bizarres avec beaucoup de vide sur les côtés. Bref, ça c'est des soucis liés à la plateforme, à l'évolution des habitudes et de la société, c'est pas juste la faute de la série, c'est aussi la vôtre. Oui, vous là qui regardez des séries en x2 pendant que vous scrollez sur votre téléphone, on vous a donc jamais appris que c'était pas gentil d'être méchant ? Pour revenir au scénario, les héros kidnappent une famille pour sauver Derek. Ce sera le premier point que l'histoire va oublier, puisqu'après cet épisode, on ne mentionnera plus jamais la famille séquestrée dans une grange. Je vais appliquer une règle simple, si la série les oublie, ils sont morts. D'ailleurs, vous noterez qu'Argyle n'est plus à Hawkins alors qu'il était là à la fin de la saison 4 et a donc dû être enfermé avec les autres. Donc il est mort. Pareil pour la copine de Dustin. Peut-être le syndrome de mort subite du nourrisson avec beaucoup de lag. Malgré leurs efforts, puis une évasion du camp militaire qui nous apprend que les soldats américains ne font pas le poids face à un Derek derrière une porte, Henry débarque pour casser des gueules. Vous voyez comme ces militaires déchargent leurs fusils d'assaut sur les Demogorgons sans que ça ne leur fasse rien ? C'est un phénomène scientifique très connu qui s'appelle ne pas être un personnage principal. Vecna récupère les enfants, explique à Will qu'il est tout pourri trop nul, puis, tel le méchant cliché qu'il est, s'en va en laissant ses sbires s'occuper d'achever les héros. Mais c'est alors que Will a des pouvoirs en fait, et il sauve tout le monde dans le plus pur esprit shonen Sangohan Super Saiyan 2 au tournoi de sel. Sauf que les enfants ont quand même été kidnappés et Vecna va pouvoir mettre son plan à exécution. Alors nos héros utilisent Will pour découvrir que Vecna n'est pas dans le monde à l'envers mais dans une autre dimension, l'abysse. Puis ils découvrent que le monde à l'envers est en réalité un trou de verre. Tout pile la notion scientifique que le prof expliquait en classe au début de la saison. Waouh, ça scénarise fort! Ils en arrivent à la conclusion que Vecna veut fusionner l'abysse et la Terre en les faisant entrer en collision. Il faut donc l'arrêter en se rendant dans l'abysse, et pour ça, il faut se rendre dans le monde à l'envers. Et le seul moyen de s'y rendre, c'est en passant par la base des militaires. Oubliez la fois où ils ont juste soulevé l'une des plaques de l'énorme fissure qui parcourt toute la ville. Oui non, je sais, là ils ont besoin du camion. Mais oubliez juste que cette possibilité existe, sinon la fin fonctionne pas. Soyez sympa. Ah, et Will fait son coming out à tout le monde. Murray doit s'en battre les couilles. Alors on peut passer l'idée qu'un coming out dans les années 80 qui se passe bien est une impossibilité, c'est pas le cas, il y avait, même à cette époque, même aux États-Unis, des gens tolérants. Est-ce que ça aurait été plus intéressant d'avoir des réactions plus variées selon les personnages ? Peut-être. Est-ce qu'on a confiance dans les scénaristes pour avoir bien géré ça ? Peut-être pas. Mais ouais, on est sur Netflix, donc la représentation LGBT, évidemment. Par contre, aborder et explorer des thématiques LGBT plus qu'en surface, construire des récits et des personnages autour d'enjeux de société complexes et importants,
dans cette économie? Bref, tandis qu'une partie des héros escalade la tour radio pour se rendre dans l'abysse, Eleven découvre que sa sœur Kali est prisonnière des militaires. Elle lui apprend que ces derniers essaient d'utiliser son sang pour créer plus de numéros, car c'est avec le sang d'Henry qu'elles ont obtenu leur pouvoir. Faites pas gaffe aux femmes enceintes, elles ne seront plus jamais mentionnées, ce qui veut dire qu'elles sont mortes. Et Kali dit à Eleven que tant qu'elles sont en vie, les militaires continueront de chercher à créer plus d'enfants comme elle, et que le seul moyen d'arrêter ce cycle, c'est que tous les numéros meurent. Pendant ce temps, dans l'esprit de ruche, Holly aide les enfants à s'échapper et découvre le terrible passé d'Henry au moment où il est entré en contact avec le Mind Flayer. Will observe la scène et accorde son empathie à Henry, lui aussi victime d'une puissance malfaisante. Mais Henry, peut-être dans le déni, déclare qu'il est l'égal du Mind Flayer et qu'il n'est pas manipulé, mais partenaire de son plan. Voilà, prenez note de ce petit moment d'empathie qui laisse entrevoir une complexité chez le méchant. Je vous dis de prendre note parce que ça ne reviendra pas. Dans l'abysse, la dimension d'où viennent les Démogorgones, il y a aucun danger, sauf la citadelle de Vecna qui est en réalité le Mind Flayer. Donc combat contre une araignée géante, personne ne meurt, Eleven rejoint l'abysse hors champ alors qu'on avait fait tout un foin sur ses entraînements à sauter, mais je suppose qu'il y avait plus de budget pour montrer ses sauts une fois qu'on avait payé l'actrice 10 millions. Elle affronte Henry, le combat est franchement déséquilibré, il se fait défoncer la gueule, empalé, puis décapité par Joyce avec un montage de toutes les personnes à qui il a fait du mal. Voilà, il est méchant, on le tue. Après, est-ce que ça tue le Mind Flayer ? Rien ne semble l'indiquer, donc le grand antagoniste est toujours en vie et capable de recommencer. Cool. C'est vraiment comme si à la fin du Retour du Jedi, Luke décapitait Vador et laissait l'empereur repartir tranquille. C'est bon, le méchant il est mort, on réfléchit pas à pourquoi il était méchant, pas de rédemption, pas de sacrifice, tout va bien. Vous imaginez Star Wars où le sacrifice de Vador n'a servi à rien et l'empereur est toujours vivant ? Ce serait fou. L'ascension de qui ? Nos héros font sauter le monde à l'envers et s'échappent par la porte qui mène à la base des militaires. J'espère que vous avez bien oublié l'existence d'autres passages vers le monde réel. Bon du coup ils se font capturer et Eleven se sacrifie parce que c'est ce qu'on lui a dit. Tu dois mourir pour que le monde aille mieux. Allez, crève. On retrouve Hawkins 2 ans après et tout va bien dans le meilleur des mondes. Dustin est le meilleur élève et il fait des fucks au principal et Stacy, elle veut l'inviter à la soirée chez elle. Et c'est ok car je rappelle que sa copine est morte selon les règles que j'ai inventées. Jonathan, Nancy, Robin et Steve boivent un coup devant l'un des pires fonds verts que j'ai jamais vus. Hopper est de nouveau flic alors qu'il est officiellement décédé. Pratique. Il demande Joyce en mariage, elle dit oui, c'est mignon. Il y a même une petite référence au nom original de la série. Will, Lucas, Max, Dustin et Mike finissent enfin leur campagne de Donjons et Dragons et Max a la même réaction que les fans en étant déçu d'une fin mal écrite. Mais Mike les fait chialer en leur disant que tout est bien, qu'il finit bien. Puis tel un fan de la série, il invente une théorie qui tient tout à fait debout, tant que tu n'y réfléchis pas trop longtemps pour imaginer qu'Eleven a pu survivre et est parti loin de tous les gens qu'elle aime pour trouver des cascades. Pourquoi les militaires les ont laissés partir alors qu'ils possèdent des secrets défense qui leur vaudraient un détour à vie à Guantanamo et qu'ils ont tué un bon paquet de soldats américains ? Alors c'est très simple, ça c'est les militaires et ça c'est nos héros. Bon, j'en ai cité 2-3, mais oui, la conclusion a d'énormes trous dans son scénario, des grands écarts de suspension consentie de l'incrédulité et généralement une écriture bancale, surtout dans les dialogues. Peut-être que ça passe si on est en train de scroller sur TikTok en regardant, mais sinon, c'est vraiment pas très bien écrit. Et en soi, bien sûr que c'est critiquable, et je le critique. Mais je pense que même ça, c'est rien comparé à l'erreur d'écriture fondamentale qui fait que cette fin ne marche pas et qui en fait un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut écrire une conclusion à un récit. Le vrai problème dans la fin de Stranger Things, celui qui est impardonnable, c'est que la série a oublié ce qu'elle racontait. Et pour bien le comprendre, il faut se poser une question simple. Que raconte Stranger Things ? Stranger Things, c'est avant tout 2 séries et il est essentiel de le prendre en compte pour analyser les thématiques de son récit. À la base, la série qui devait s'appeler Montauk et que les frères Duffer ont pitché à Netflix était censée être une série d'anthologie comme American Horror Story. Chaque saison aurait tourné autour d'un mystère paranormal différent avec de nouveaux personnages. La saison 1 a donc été écrite comme une histoire contenue avec certes une fin ouverte, un écueil du genre dans lequel la série s'inscrit, mais aucunement prévue pour avoir une suite. C'est ce qui explique aussi le choix d'un casting d'enfants. C'est un risque de les voir grandir trop vite pour suivre la production d'une série sur plusieurs années. Quand on caste pour une seule saison, on est tranquille. Le fait est que cette saison 1 a eu un succès phénoménal, détrônant Orange is the New Black comme figure de proue de Netflix et qu'elle est devenue une référence culturelle immédiate. Et ce succès n'est pas complètement étranger à ce cast d'enfants acteurs talentueux et attachants. Dans ce cas, une saison 2 complètement différente aurait représenté un gros risque de chute d'audience à un moment où Netflix était en quête d'une domination du marché des plateformes de streaming. C'est pour ça que la série va continuer sur sa lancée. On entre alors dans une deuxième phase avec la saison 2
qui se construit cette fois-ci pour durer sur la longueur. On retrouve des thématiques communes à la saison 1 et au reste de la série, mais à partir de la saison 2, de nouvelles thématiques vont émerger et supplanter celles de la saison 1. La saison 1 de Stranger Things est un mystère, c'est l'histoire d'un enfant disparu et d'un autre enfant retrouvé. Le thème principal qui lie tous les personnages et l'intrigue, c'est la famille. Joyce est prête à tout pour retrouver son fils Will, Hopper est défini avant tout par la perte de sa fille, Eleven n'a jamais eu de famille et en trouve une, d'abord auprès de Mike, puis de Hopper. La conclusion se veut douce amère, Will est retrouvé, mais Eleven semble disparaître en se sacrifiant et n'a donc pas droit à une famille. Il y a un aspect tragique dans cette fin qui colle à l'ambiance sombre de cette première saison. Elle joue beaucoup sur les tropes des coming of age stories, ces histoires qui tournent autour d'enfants entrant dans le monde des adultes. La réalité est dure, le danger est réel et les choses ne se passent pas toujours comme dans les jeux d'enfants. Pour les enfants, cette aventure est un rite d'initiation qui leur permet de grandir même si c'est douloureux. Et Eleven passe ce rite d'initiation de la façon la plus cruelle qui soit. En apprenant la valeur de la famille qu'elle a trouvée, elle apprend le sens du sacrifice et paie le prix ultime pour sauver ceux qu'elle aime. C'est la deuxième thématique principale de la saison 1 qui s'applique ici exclusivement au groupe des enfants. Grandir, les peurs et les peines qui accompagnent la transition vers la vie adulte. Et ces deux thématiques sont parfaitement explorées et aboutissent à une conclusion peut-être amère mais satisfaisante. Oui, on n'a pas les réponses aux mystères paranormaux, mais c'est justement le principe du mystère, du paranormal. On ne sait pas d'où viennent les choses plus étranges. Vous avez vu, j'ai intégré le titre de la série dans mon analyse. Je suis un auteur! Une fois qu'on accepte que cette histoire était terminée, on peut mieux comprendre la deuxième histoire que va essayer de raconter cette série et les nouvelles thématiques qu'elle va explorer. Si les thèmes de famille et de transition de l'enfance à la vie adulte restent, ils vont passer en retrait et laisser place à la nouvelle thématique principale, les abus. À partir de la saison 2, et notamment avec l'arrivée du personnage de Max, on va commencer à voir apparaître ce sous-texte des abus que subissent les enfants, et des traumatismes qu'ils entraînent. Par exemple, Will est clairement traumatisé par son temps passé dans le monde à l'envers, il a des séquelles, des flashbacks similaires à ceux provoqués par le stress post-traumatique. Dans l'écriture du personnage, on va retrouver beaucoup de points communs avec le vécu d'enfants victimes d'abus, d'agressions. Une thématique qui deviendra de plus en plus explicite au fur et à mesure qu'on intégrera une personnification de son abus, Henry Creel ou Vecna. Mais on reviendra sur ce dernier. Eleven, dont le sacrifice a été annulé, va aussi explorer les abus qu'elle a subis pour les expériences du docteur Brenner, figure paternelle qui représente les violences intrafamiliales. Celui qu'elle appelle papa l'a maltraité durant toute son enfance, la privant de sa mère, repoussant sans cesse les limites de ses expériences, tout ça pour accomplir ses objectifs personnels à travers elle. Au fil des saisons, elle va le retrouver, le confronter, à nouveau se laisser manipuler par lui, pour finir par se rebeller pour de bon, illustrant à quel point il est difficile de faire la part des choses lorsque la personne qui abuse de nous est un parent. Brenner a voulu modeler Eleven selon ses desseins et ses ambitions, et elle doit apprendre à devenir sa propre personne, Jane, telle que sa mère l'avait nommée. Ainsi, le cœur thématique du personnage d'Eleven à partir de la saison 2, c'est l'émancipation, dépasser ses abus et ses abuseurs pour enfin s'en libérer. C'est une thématique qu'on retrouvera également chez Will et qui se matérialisera sous la forme de la honte qu'il ressent par rapport à son homosexualité. Une honte renforcée par les abus qu'il a subis, invoquant la triste réalité que beaucoup de personnes queer victimes d'abus dans l'enfance doivent affronter, devoir accepter que leur sexualité n'est pas une conséquence des violences qu'on leur a infligées, malgré cette idée reçue assez profondément ancrée dans la société, mais une part de leur identité qu'il leur faut se réapproprier. Max, quant à elle, va subir d'autres formes d'abus familiaux. Premièrement, la négligence de sa mère, et deuxièmement, la violence physique et psychologique de son frère, Billy. Mais le twist très intéressant sur cette thématique, c'est que Billy va mourir à la fin de la saison 3 et laisser Max dans une situation très particulière, celle de culpabiliser car elle est soulagée de la mort de son abuseur. Être victime de violences intrafamiliales n'est pas une situation simple psychologiquement. Il y a un attachement à l'abuseur malgré tout. Dans sa construction personnelle, Max se retrouve à souffrir de cette étrange dichotomie, à la fois libéré et endeuillé par la mort de son frère, confronté à une forte dissonance cognitive qui l'amène vers un comportement autodestructeur. Et c'est ce comportement qui devient une porte d'entrée pour l'abuseur principal de la fin de la série, Henry. Le terrible Vecna a pour particularité de s'immiscer dans les faiblesses de ses victimes, leurs craintes, leur culpabilité, leur deuil. Il illustre une autre réalité des abus. Les véritables prédateurs, ceux qui cherchent des personnes déjà faibles, souvent déjà victimes d'abus, pour en faire ses proies, les manipuler à sa guise et en faire ce qu'il veut. Il va s'immiscer dans l'esprit de Max, et la saison 4 est une exploration assez puissante de cette thématique des abus, de comment les survivants d'abus peuvent tomber entre les griffes de nouveaux abuseurs et de comment ils peuvent s'en sortir. Si je trouve les saisons 2 et 3 assez faibles, personnellement, je pense que la saison 4 est la seule à se défendre selon ses propres mérites, car elle a ce véritable fil rouge thématique. Par contre, aussi charmantes soient les aventures en Russie, je pense que c'est une erreur fondamentale de ne pas avoir laissé Hopper mort, car le personnage avait clairement accompli son arc, atteint une conclusion déchirante, mais satisfaisante,
qu'il ne sert franchement à rien dans la saison 5, et que cette quête annexe complètement séparée de l'intrigue principale a surtout réussi à mettre le personnage de Joyce de côté. Mais je digresse. Ce poids thématique de Vecna comme abuseur va aussi redéfinir l'histoire d'Eleven, qu'il a connue sous le nom de One. Il représente une nouvelle figure d'abuseur dans son enfance et une réponse sombre à la thématique d'émancipation de son personnage. Tout comme elle s'est émancipée de Brenner, One s'est libérée, mais au prix de nombreuses vies à la suite d'un massacre. One veut la vengeance, la destruction, se libérer non pas pour trouver son propre chemin, mais pour l'imposer à tous. En le rejetant, en le bannissant dans l'abysse, Eleven se construit en miroir de Vecna. Elle est celle qui a choisi d'utiliser ses pouvoirs pour le bien, pour protéger. Face à ses abus, elle n'a pas choisi la destruction ou la colère, elle a choisi le pardon et la voie de la guérison. Finalement, dans la saison 5, Vecna va plus explicitement incarner le rôle du prédateur. Les visuels d'enfants kidnappés, avec des tuyaux organiques enfoncés dans leur bouche, ne sont pas dérangeants pour rien. Clairement, la série invoque l'imaginaire de la pédocriminalité. Henry qui se présente comme l'ami des enfants à la sortie de l'école, avant de les kidnapper et de les manipuler pour qu'ils lui fassent confiance, on peut difficilement faire plus explicite. Et ça va aussi jouer dans sa relation avec Will. Will qui devient ainsi, en quelque sorte, sa première victime et va chercher à protéger les enfants qu'il cible désormais afin qu'ils ne subissent pas les abus à répétition qu'il a subis. Will qui va également être le témoin du point de départ de ce cycle d'abus qu'il essaye de briser, le moment où le Mind Flayer commence à posséder un Henry encore enfant. Dans le dernier épisode, on recontextualise toute cette notion d'abus en montrant qu'Henry en a été lui aussi victime et qu'il a été dévoré par son abuseur, devenant lui-même la malédiction qui le hante et le traumatise depuis son enfance. La série fait beaucoup d'efforts pour poser cette thématique et la problématique qui l'accompagne, le cœur du récit, ce que raconte Stranger Things. Comment on se construit face aux abus que l'on subit. Voyons comment la fin de la série répond à cette question. Will et Eleven utilisent leur pouvoir pour empaler Vecna avant que Joyce le décapite. Max est pas là. Eleven a absolument la même conclusion que dans la saison 1 et se sacrifie. Ou bien on considère qu'elle a survécu et qu'elle est forcée de s'exiler loin de la famille qu'elle avait trouvée. Donc, comment on se construit face aux abus que l'on subit? Réponse A, on tue son abuseur. Réponse B, on meurt ou on disparaît. Réponse C, on attend tranquillou que ça passe. Réponse D, on arrête de regarder des séries Netflix. C'est la réponse D. Le problème avec cette conclusion, c'est qu'elle prend la thématique développée sur 4 saisons, qu'elle se dit « oulala, c'est galère !» et qu'elle préfère la mettre de côté pour offrir une fin grand spectacle. Et cette fin grand spectacle s'oppose complètement à cette thématique, elle est en dissonance totale. Comme on fait un gros climax d'action dans une dimension parallèle, Max est forcée d'être mise à l'écart car elle est en fauteuil roulant. Franchement, l'accessibilité dans l'abysse, c'est une honte. Merci Annie Dingo. Donc pas de confrontation entre Vecna et le personnage qui a eu toute une saison de développement face à lui. Vu qu'on doit tout plier pour tuer la grosse araignée en CGI, pas d'exploration du personnage de Vecna en miroir d'Eleven. Ils font la bagarre avec leur pouvoir et se parlent à peine. Eleven ne gagne pas parce qu'elle représente une meilleure voie dans la construction face aux abus, mais parce qu'elle est en 2v1 avec Will. La conclusion, c'est trouve une autre victime de ton abuseur et chopez-le à deux. Alors je dis pas que c'est pas ce que beaucoup de victimes d'abus aimeraient faire, et je juge pas si c'est le cas. Mais dans un contexte narratif, ça ne met pas en avant le développement des personnages et la façon dont ils ont surmonté leurs abus. Et ça aurait facilement pu se gérer sans changer trop de trucs. Vecna a avant tout des pouvoirs télépathiques, il entre dans la tête des gens, c'est ça son point fort. Je pense que c'est aussi ça la source du Conformity Gate. Le grand méchant n'a pas utilisé son pouvoir iconique dans le combat final. Imaginez si au lieu d'aller direct au contact avec Eleven, il avait utilisé le Mind Flayer pour amplifier ses pouvoirs et piéger tous les personnages dans son esprit. Déjà, Max aurait soudainement pu participer au combat final. En bonus, on aurait aussi pu donner quelque chose à faire à Dustin, toujours en deuil d'Eddie, au lieu de passer le climax à mettre des coups de lance dans une araignée géante. Mais surtout, on aurait pu faire peser la victoire sur les points forts des personnages qui ont survécu aux abus d'Henry. Will aurait pu utiliser sa connaissance de ce que le Mind Flayer lui a fait pour le déstabiliser, non pas en lui brisant les os, mais en lui montrant de l'empathie, en ayant dépassé la honte qu'il lui a fait ressentir. Max aurait pu lui montrer qu'elle n'a plus peur de lui, qu'il n'a plus d'emprise sur elle, car elle a réussi à se reconstruire, à surmonter non seulement les abus qu'il lui a fait subir, mais aussi ceux qu'elle a vécu à cause de son frère. Et Eleven aurait pu lui prouver que ce n'est pas parce que ses pouvoirs viennent de lui et ont donc pour source le mal qui le ronge également, qu'elle est obligée de suivre la voie qu'il lui a imaginée. Elle peut lui montrer qu'elle a construit son propre chemin, qu'elle a trouvé sa propre famille, qu'elle est arrivée, en partant du même point de départ, à une autre destination. En vrai, on peut même garder Joyce qu'il décapite si on veut. Elle profite du fait que le trio de ses victimes lui résiste sur son terrain, dans son esprit, pour lui asséner le coup de grâce dans le monde physique. Mais au moins, il aurait été battu par la capacité des personnages à surmonter ses abus, et pas juste parce qu'ils l'ont défoncé à grands coups de latte dans les couilles. Et en bonus,
cette victoire psychologique est aussi une victoire contre le Mind Flayer qui n'est pas capable de prendre le contrôle sur Max, Eleven et Will. On pourrait voir une tentative des particules s'échappant du corps de Vecna de prendre le contrôle de Will, perçu comme le plus faible, mais qui se solderait par un échec car il a su dépasser ses faiblesses et se sent désormais accepté après son coming out. Rien que ça, c'est un changement qui rend la conclusion bien plus cohérente avec ce que la série raconte. Mais on peut même aller plus loin, intégrer le Dr. K dans le combat final dans l'esprit de Vecna par exemple. Montrer qu'elle est incapable de lui résister car elle n'a que la violence et la peur comme armes, des armes inefficaces contre Henry. Complètement à sa merci, elle serait sauvée par nos héros et verrait la façon dont ils le battent avec d'autres forces et serait témoin du fait qu'Eleven utilise ses pouvoirs pour le bien. Elle réaliserait également à quel point les expériences du gouvernement ont fait frôler la destruction au monde. Suffisamment de prise de conscience pour qu'elle accepte de couvrir l'affaire, d'arrêter de pourchasser Eleven et de mettre fin aux recherches sur l'Upside Down. Une fin heureuse pour Eleven, c'est peut-être un peu naïf, mais c'est cohérent avec ce que ce personnage a vécu tout au long de l'histoire. Elle s'est battue pour dépasser ses traumatismes, pour être plus que ce que Brenner et Vecna ont voulu faire d'elle, pour être libre de choisir la vie qu'elle va mener. Sinon, cette histoire a pour conclusion, parfois, malgré nos efforts, on ne peut pas dépasser les abus qu'on a subis, on ne peut pas effacer d'où on vient. Et que ce soit vrai ou non, on peut être en désaccord à ce sujet. Ça peut être une conclusion décevante après tant de développement, tant de péripéties et d'obstacles surmontés. Évidemment, il y a plein d'autres soucis dans la conclusion de cette série, des trous du scénario tellement énormes qui nécessiteraient une réécriture totale des 5 derniers épisodes. Mais je pense qu'on pardonne plus facilement un scénario bancal dans sa construction s'il est cohérent dans ses problématiques et ses thématiques. Stranger Things s'est égaré en route, un paquet de personnages sont devenus soit des parodies d'eux-mêmes, Robin, je pense à toi, soit des boulets dont les scénaristes ne savaient plus quoi faire et ça s'applique autant à Jonathan qu'à Mike ou Lucas qui, dans la majorité des scènes où ils apparaissent, font partie du décor. Beaucoup de points soulevés jusqu'à la première partie de la saison 5 sont tout bonnement oubliés. Les brutes qui harcèlent Dustin, les soviétiques, Max qui est censé être aveugle, et j'en passe. Il y a un problème bien plus profond derrière l'écriture de cette série. Il faut aussi avoir conscience que le mode de production de Netflix n'est pas compatible avec la construction d'intrigues complexes sur une décennie. Ce qui n'est pas aidé par le stress des acteurs qui grandissent, le Covid et la grève à Hollywood en plein milieu, les salaires exorbitants du cast qui pèsent sur le budget, le besoin de s'adresser à une audience aussi large que possible, même ceux qui regardent la série à moitié sur leur téléphone. Je sais que ça peut paraître méprisant, voire élitiste, mais c'est pas du tout l'intention. Je veux souligner le fait qu'on a un problème civilisationnel de temps d'attention. Et ça n'a pas de conséquences que sur la qualité des séries télé. C'est vraiment une conclusion cliché, j'en ai conscience, mais Stranger Things a été victime de son propre succès. Trop de pression sur un seul projet qui mène à des emplois du temps serrés, des décisions de dernière minute, trop d'interventions des costards pour faire plaisir aux actionnaires. En devenant l'étendard de la plateforme, la série avait un cahier des charges bien trop rempli. Elle n'aurait jamais pu être à la hauteur de la hype, surtout vu l'ampleur de la campagne marketing pour cette saison finale. Et quand on ratisse aussi large, on ne pense pas à faire une conclusion thématique satisfaisante sur la question de la survie face aux abus. On fait du spectacle, de l'action, des effets spéciaux, du bête et méchant. On tue le méchant, emballer c'est pesé, maintenant épilogue sur ce que sont devenus les persos, petit twist pas très bien écrit, et ensuite on fera des spin-offs jusqu'à ce que le public n'en puisse plus. Une critique qui revient souvent, c'est que Stranger Things a arrêté d'être une série sur les choses plus étranges, et c'est assez vrai. De série de mystère et de paranormal avec une ambiance sombre et un vrai sens du danger, c'est devenu une série popcorn avec des punchlines à droite et à gauche et un cast immortel pour rester feel good. Encore une fois, le terme peut sembler méprisant, mais c'est devenu une série doudou. En soi, c'est un reflet assez juste des franchises des années 80. Le déclin en qualité et le ton de plus en plus léger au fil des suites, c'est pile dans les codes des œuvres que la série aime à référencer. Mais malheureusement, ça ne fait pas une série très solide. On se souviendra de quelques moments marquants, mais un bon indicateur de cette évolution, c'est les mêmes. Plus on avance dans les saisons, plus ils sont nombreux, plus la série devient une source de blagues. Et surtout, moins on arrive à la prendre au sérieux. Et ceux qui la prennent vraiment au sérieux se retrouvent à écrire des théories bien plus intéressantes que la fin qu'on a vraiment eue, au point où la communauté a fait cracher la plateforme. Je crois qu'on peut pas mieux symboliser l'amour des fans pour le potentiel de cette série et le déclin narratif qu'elle a traversé dans cette dernière ligne droite. Comment ça, vous avez rien compris? Bon alors, ça c'est la thématique profonde des abus et ça c'est le concept immatériel d'analogie. Cette vidéo est terminée, j'espère que sa conclusion était moins décevante que celle de la série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Désolé encore pour le bousculement de mon calendrier de sortie, j'ai fait une hyperfixation sur Stranger Things et du coup j'ai un petit peu repoussé la prochaine vidéo sur Princesse Zelda. Mais c'est toujours dans les cartons, vous inquiétez pas. Juste, vous vous souvenez quand j'ai dit que j'aurais déjà déménagé quand la prochaine vidéo sortirait? Oui bah j'avais oublié à quel point ma vie est un chaos absolu en toutes circonstances. J'aurais pas dû m'avancer, mais maintenant c'est bon. La fin décembre et le début janvier ont été compliqués. Je suis déjà content d'avoir réussi à faire une vidéo. J'ai découvert récemment
que c'était les 10 ans du Tropper, hein. Ça fait depuis 2016 que j'ai commencé les vidéos sous ce pseudonyme. Je suis un vieillard. J'aimerais vous dire que je vais faire une vidéo spéciale pour les 10 ans, mais franchement, je préfère pas m'avancer. La plupart de mes collègues ont des vidéos d'avance, moi ce n'est pas le cas, je suis toujours à la dernière minute. Ça fait 5 ans que j'ai pas eu une vidéo d'avance. Donc planifier des trucs événementiels un peu comme ça, c'est difficile. J'ai pas la stabilité nécessaire dans ma vie, ni la santé mentale pour. Et si on peut éviter de faire un burn-out, ce serait peut-être pas plus mal. Bref, sauf si je fais une autre hyperfixation, je vais pas vous mentir, c'est possible. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera la deuxième partie de mon analyse rétrospective sur Princesse Zelda. Et sinon, Actu JDR, on est justement en train de s'échapper des geôles de Minos. On se retrouvera à partir du 11 mars, chaque semaine, sur la chaîne de la Table Enchantée pour un jeu de rôle en actual play. Abonnez-vous. Et aussi, on sera au festival Yggdrasil le 7 et 8 mars en conférence. Et on a vraiment très hâte de vous voir. On va tourner ça sur un plateau télé. La qualité est assez ouf. On vous montre quelques petites images en avant-première. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. C'est une dinguerie. Alors n'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la Table Enchantée, les liens seront dans la description et on se retrouve pour cette aventure très très vite. Salut. Encore une fois, un énorme merci à toutes les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne. Sans vous, je ne m'en sortirais pas. Avec une vidéo par mois et presque jamais d'intégration commerciale, ce serait chaud sans vous. Et comme je mets un point d'honneur à refuser tout partenariat avec des services d'IA, je peux vous dire que je refuse beaucoup de propositions. Il y a que ça, c'est infernal. Si vous n'avez pas les moyens de m'aider financièrement, mais que vous voulez soutenir la chaîne quand même, vous pouvez le faire en laissant un like, en commentant, en partageant ou en laissant la vidéo tourner sur les dernières secondes que je vais blinder de coupures pub. J'essaye de pas en mettre trop pendant la vidéo, même si YouTube en rajoute tout le temps, c'est infernal je vous jure. Et surtout merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt, Tropper. Out. Un énorme merci à Morgan Oglenko, Pouillou, M. Laetitia, Fem, Thomas, Yoann, R, le maître de Liprane, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Manuel Aegolius, Emma Ben Naïm, Arthur Buget, Encre de Sel, Salariel M, Orionas, Jalvorondil, Pierre-Charles David, Super Jésus 2, Azerxim, Ascetix, Léo Jogging and Jogging, Ali, John M, Aristide Lagoupi, Sanosferatu, Jérôme Baphomat, Lust de Lost, Joe Electric, Pam, Léo, Savane, Mauvais Ours, Ça n'a rien à voir, Sandrexen, Miguel Martin, Guillaume Philibert, Tiamat, Matatias, Guillaume Païs, Amazia, Valentin Guyonneau, Teki Babette, Useless Puppet, Igara, Yann Yves, Rider 1362, Quentin et Julie, Romarty, Adrien Grandjean, Ménégol, Fly YF, Yannick Biche, Kevin Young et Bob l'éponge.